Christian, bonjour. Bonjour. Alors, une des questions rituelles, éternelles qu'on se pose lorsqu'on a un portefeuille actions, c'est est-ce que je dois surpondérer les États-Unis au détriment de l'Europe ou inversement l'Europe au détriment des États-Unis? Et quand on se pose cette question, on essaye d'y répondre en convoquant des graphiques, en produisant des comparaisons entre les PE d'un marché par rapport à l'autre, ou en regardant le parcours des indices. Mais vous dites finalement ça c'est pas une bonne façon d'appréhender les choses. Il y a une autre solution, c'est de comparer les primes de risque. Oui, c'est vrai parce que le plus simple, c'est de dire, voilà, le Dow Jones a monté de temps, le CAC de temps, on fait la comparaison, voilà, va mieux être sur le Dow Jones. Bon, maintenant, le problème, c'est que on ne parle pas forcément d'indices comparables, avec des pondérations sectorielles différentes, des perspectives de croissance. On ne peut pas comparer la croissance d'un Facebook face au secteur des télécoms, par exemple. Donc, même quand on compare la valorisation aujourd'hui des actions américaines, il y a implicitement des biais sectoriels qui fait qu'on ne peut pas comparer la moyenne de l'indice avec un autre indice. Bon, donc, c'est une façon de voir les choses, de faire la comparaison purement de performance, mais il y a peut-être une autre façon de percevoir aussi, c'est de dire est-ce que les actions américaines sont plus chères et sont plus risquées que les actions européennes ou inversement, on met de côté tout ce qui est change. Là, on regarde vraiment l'aspect risque action et risque de l'indice. Alors, la prime de risque, on la mesure comment? En comparant le rendement anticipé des actions, par exemple européennes, au taux sans risque produit par les obligations d'État européennes. Voilà, c'est-à-dire que c'est l'écart de rendement que vous allez obtenir d'un placement en action. Alors, c'est toujours subjectif, mais il faut estimer ce que peuvent avoir comme rendement les actions sur longue période, auquel on compare ça à un actif dit sans risque, une obligation d'État, par exemple à 10 ans. Et ça, on le fait en Europe et on le fait aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'on tient compte aussi de l'environnement monétaire, des conditions monétaires ainsi. C'est-à-dire que c'est vrai que si vous avez aujourd'hui un fort rendement action en Europe avec des taux extrêmement bas, peut-être ça reste très intéressant d'investir dans les actions européennes par rapport aux actions américaines. Peut-être que les actions européennes sont beaucoup moins chères que les actions américaines ou inversement. Il faut toujours tenir compte finalement d'arbitrage comme l'on peut faire entre un actif risqué et un placement sans risque. Mais ça nous donne une idée de l'appétence du marché pour la classe d'actifs action par rapport aux obligations. Voilà, ça donne une idée de la perception du risque action en dollars ou en euros et naturellement est-ce que c'est intéressant d'arbitrer les actions par rapport aux obligations. Donc plus la prime de risque est élevée, plus les actions semblent bon marché, mais ça veut dire qu'il y a aussi une réticence des investisseurs à aller sur la classe d'actifs. Tout à fait. Donc ce que vous avez fait, Christian, et c'est très intéressant, c'est que donc, vous avez calculé la prime de risque aux États-Unis, la prime de risque en Europe, et vous avez soustrait de la prime de risque américaine la prime de risque européenne. Et vous avez fait ça sur plusieurs années, depuis 1995. Donc on a une tendance. Et qu'est-ce que ça nous donne? Là, on est aujourd'hui au plus bas. C'est-à-dire que pour faire simple, on prend beaucoup de risques sur les actions américaines et beaucoup moins de risques sur les actions européennes en relatif. Donc, ça voudrait dire aujourd'hui que en termes de risque, en termes de prise de risque, les investisseurs surpondèrent énormément les actifs américains par rapport aux actions européennes. Donc, ça serait plutôt un élément pour dire que ça va corriger. Les actions européennes sont vraiment, on surestime énormément le risque sur les actions européennes par rapport aux actions américaines. En théorie, ça pourrait vouloir dire ça. Justement, c'est en théorie, mais est-ce que finalement, ce constat de la représentation, pas surreprésentation, mais du fait que aujourd'hui les investisseurs considèrent qu'il y a plus de risques à investir en Europe qu'aux États-Unis, est justifié ou non? Alors voilà, c'est toute la problématique maintenant. Pourquoi ça s'inverserait? Est-ce que véritablement il y a un risque plus fort en Europe? Alors il y a toujours plusieurs éléments qu'on connaît tous, que vous entendez tous parler. Il y a naturellement le cycle économique qui peut jouer. C'est vrai qu'aux États-Unis, l'idée c'est, pour reprendre une image de Monsieur Williams, président de la Fed de New York, on est en situation optimale en termes de croissance aux États-Unis. Pas de chômage, pas d'inflation, croissance solide. Donc la Fed n'a pas besoin finalement de remonter agressivement ses taux. Donc on est dans un environnement optimal. Faut pas casser ça.
Et c'est vrai qu'on a une perception de l'Europe beaucoup plus négative au niveau des investisseurs internationaux qui considèrent que l'Europe est beaucoup plus fragile, beaucoup plus dépendant finalement du commerce mondial, d'une Allemagne qui pourrait un petit peu se retourner. Donc il y a cet aspect économique, perception de l'économie qui joue très favorablement aux actions américaines actuellement. Christian, vous parlez de perception, mais est-ce que cette perception est justifiée à l'égard des États-Unis? Alors, pour être honnête, aujourd'hui, on n'a aucun signal de retournement du cycle américain. C'est vrai, aujourd'hui, on sait qu'on est plutôt sur la fin du cycle, mais vous savez, en économie, ça peut encore durer 6 mois, 1 an, et c'est long sur les marchés. Et donc, pour l'instant, c'est vrai que la bourse américaine, c'est l'actif sans risque, le meilleur des actions américaines aujourd'hui, dans l'environnement actuel. C'est peut-être le marché le moins risqué aujourd'hui, objectivement, économiquement, en termes de visibilité. Alors, les fondamentaux sont à prendre en considération, mais est-ce qu'il n'y a pas tout de même des facteurs techniques qui expliquent l'extrême résilience et même très surprenante résilience des actions américaines? Alors oui, très clairement, il y a un élément que nous, on juge très important et qui s'est accentué depuis le début de l'année, c'est les programmes de rachat d'actions des entreprises américaines. Alors pourquoi accentué? Parce qu'on a eu une réforme fiscale aux États-Unis qui permet aux entreprises américaines de rapatrier leurs profits accumulés à l'étranger. Alors ça c'est intéressant parce qu'on l'a vu dans les statistiques de balance de paiement, on a eu une très forte hausse des profits nets rapatriés. Donc cet argent est arrivé aux États-Unis, mais alors après, qu'est-ce qu'on en fait de cet argent? Il y a en gros plusieurs possibilités. Je le reverse aux actionnaires, et pas en reversant aux actionnaires, je le verse en dividende ou je fais un programme de rachat d'actions, ou alors je l'investis dans l'économie américaine. Et ce qu'on constate, c'est que l'essentiel va plutôt dans les programmes de rachat d'actions. Même pas de hausse de dividendes, mais véritablement dans ces programmes de rachat d'actions. Donc aujourd'hui, on a des flux acheteurs sur les marchés américains qui sont des gens qui ne raisonnent pas, qui ne vont pas dire quelles sont les perspectives économiques, est-ce que la Fed va monter ses taux. C'est des achats automatiques d'entreprises qui achètent de manière continue, d'où peut-être que ces indices montent de manière assez graduelle. Finalement, on n'a pas d'à-coup très violent, on n'a pas des gens qui s'emballent pour l'économie pour les actions américaines, qui montent graduellement et qui résistent finalement aux baisses parce que dès que mon action est attaquée, et ben c'est là que j'intensifie mes programmes de rachat d'actions. Donc on a véritablement un flux continu indépendant des fondamentaux économiques et qui a été naturellement exacerbé par cette réforme fiscale qui a incité les entreprises à rapatrier leurs profits. Alors, on a un graphique qui est assez intéressant. C'est l'évolution des achats nets sur le marché actions. En fait, vous avez mis en courbe les achats nets par les différents protagonistes des marchés. Donc, on voit bien que les entreprises sont des acheteurs nets, mais depuis très longtemps, là, puisque votre graphique remonte au dernier trimestre 2013. Donc jusqu'à aujourd'hui, c'est positif, alors que du côté des institutionnels, ça monte, ça descend, parfois ils sortent, parfois ils rentrent, mais là, on n'a pas un flux continu, on est très loin de cela. Du côté des ménages, c'est pas non plus, c'est très relatif, c'est pas extraordinaire. Donc on voit bien là encore une fois que ce sont les entreprises américaines qui sont les principales acheteuses d'actions américaines. Voilà, ça c'est un élément central qu'il faut retenir, d'autant plus que, naturellement, c'est très concentré sur quelques valeurs. Alors, vous nous avez dit que du côté des fondamentaux, à horizon 6 mois, on ne voyait pas ce qui allait changer la donne profondément. Les États-Unis restent une sorte de havre dans lequel se réfugier. D'un point de vue technique, on a des achats. Est-ce que ces achats vont se prolonger encore longtemps? Parce que là encore, on voit que ça soutient les cours. Alors, c'est un élément clé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises américaines quand même s'endettent pour racheter leurs actions. Donc ça veut dire que ça reste quand même un marché très dépendant des taux d'intérêt. C'est-à-dire que tant que les taux d'intérêt restent très bas, il y a un levier financier de rachat d'actions qui est très positif et qui incite les entreprises à investir. Donc je dirais qu'il y a deux éléments qui pourraient vraiment peser, soit que les taux longs remontent, et puis il y a un élément qui va quand même arriver d'ici la fin d'année, c'est que l'aspect rapatriement de profit va quand même s'atténuer. C'est-à-dire que là, le gros a été fait sur le premier semestre, va peut-être un peu perdurer au troisième trimestre, mais l'essentiel est quand même va être réalisé. Et au bout d'un moment, on aura quand même une sensibilité qui va revenir, une volatilité qui va revenir sur les indices. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, dans ce qu'on connaît aujourd'hui et dans les problématiques de marché qu'on a aujourd'hui, on peut encore avoir une bourse américaine malgré ses plus hauts historiques, malgré le fait qu'on peut se dire il y a peut-être des surévaluations, qui va continuer de surperformer les marchés européens parce qu'on a encore ces éléments de soutien pour cette année, fin d'année, qui pourraient perdurer un petit peu au début d'année prochaine. Donc jusqu'à la fin d'année, voire le début de l'année prochaine, vous attendez une surperformance de la bourse américaine par rapport aux autres marchés actions. Le seul élément qui peut casser ça, c'est si je vous dis c'est la fin du cycle américain. Mais
on verra, on n'y est pas encore. Et honnêtement, objectivement, aujourd'hui, on ne peut pas le voir. Mais quand on dit aussi, finalement, Trump, parce que c'est une antienne qu'on entend beaucoup, met le bazar et il va casser la croissance mondiale. Est-ce que ça pourrait pas être dommageable pour les États-Unis et pour les actions américaines? Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que vous achetez? Est-ce que vous achetez dans ce cas-là l'Allemagne, qui est très dépendant du commerce international, très dépendant de la conjoncture en Chine, ou les États-Unis, qui sont beaucoup moins ouverts, beaucoup moins dépendants de l'extérieur et qui bénéficient d'un plan de soutien fiscal énorme? Donc c'est toujours pareil, c'est en relatif. On peut se dire que finalement, il vaut mieux être aux États-Unis. Trump, c'est notre problème. C'est pas le problème américain. Et d'autant plus qu'on a un dollar qui sera fermé, donc on a intérêt à être exposé au dollar dans ce contexte-là. Ça, c'est tout le problème des émergents. Je sors des émergents, je sors du Brésil, je sors de l'Afrique du Sud. Où je vais? Est-ce que je vais en euros ou est-ce que je vais en dollars? J'ai tout intérêt quand même à me placer mon argent en dollars. Bon, on a compris. Donc, pour le moment, dans un portefeuille, il faut tout de même avoir une portion d'actions américaines parce que, manifestement, selon vous, elles sont appelées à surperformer au moins jusqu'à la fin de l'année, voire le début de l'année prochaine. Christian, merci.